Donc ça sera une présentation à 3 voix. Donc on voulait vous partager un certain nombre d'expériences qu'on a eues avec la presse, où du coup le chercheur répond à une sollicitation et à des questions, à une actualité souvent, par rapport à réseaux sociaux, production de documents originaux que le chercheur va fabriquer à son rythme et où il va contrôler un petit peu toutes les étapes. Et puis la troisième expérience, c'est plutôt intermédiaire, c'est-à-dire dialoguer en direct via les réseaux sociaux, dont va vous parler Ahmed. Alors là, j'ai mis ici quelques éléments de contexte. Donc il y a un besoin de communication, il y a des canaux, des flux, des demandes qui se sont accrues au cours des dernières années, dernières décennies. Il y a un intérêt croissant des questions environnementales. Sans doute, c'est un effet d'entraînement de la communauté de la climatologie et qui maintenant arrive de plus en plus avec des questions d'hydrologie, d'hydrogéologie, de la ressource qui rentre de plus en plus, l'hydrogéologie rentre de plus en plus dans la société, dans les foyers. Pour nous, scientifiques, c'est de discuter de problèmes complexes et d'arriver à les simplifier. Je pense qu'on reviendra sur cet aspect-là après. Et puis, il y a aussi besoin de plus en plus communiquer autour de ce qu'on fait en recherche. Hein, déjà parce que, éclairer aussi nos financeurs. On fait de la recherche publique pour la plupart d'entre nous. Et il y a répondre à des sollicitations, mais en même temps, je pense qu'on a un peu plus, nous, d'appétence aussi, à aller porter des messages, alors d'autant plus qu'on peut être aussi enseignant. La conséquence, c'est de la médiation scientifique vers le grand public, dont on a besoin, dont les médias, et c'est de plus en plus nécessaire, avec toutes ces sollicitations dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est cette expérience que l'on va essayer de vous partager. Il se trouve que sur la dernière année, j'ai eu énormément de sollicitations. Je pense que l'une entraîne l'autre en fait, avec une actualité en France qui est assez riche de questions autour des questions d'eau. On a vu les questions de sécheresse, on a vu des questions venir sur la salinisation des milieux côtiers par les sécheresses dans le Languedoc-Roussillon, dans le sud de la France. Et puis ça a débordé sur l'intérêt, c'est quoi la salinisation, c'est quoi le sel. Ça, c'est ce que j'avais pu faire à France Inter. Quand l'eau douce devient trop salée, c'était le thème. Des sollicitations en météo-climat, c'est une petite chronique qui arrive juste au moment, la météo maintenant, juste avant ou après le journal télévisé, en fait c'est plus le journal météo, mais c'est météo-climat. Donc ils sont à la recherche de scientifiques pouvant parler de météo, de climat bien sûr, mais aussi tous les impacts. Donc ça a généré 8 pastilles différentes, où j'ai pu parler, souvent c'était des questions d'eau souterraine, sur des formats extrêmement courts. 2 minutes, c'est hyper cadré, c'est une question, pas d'interaction avec l'animateur, c'est juste, on me posait une question, j'étais debout dans un couloir à France 2, comme ça, j'avais même pas un pupitre, j'ai demandé à avoir un pupitre parce que moi je sais pas quoi faire de mes mains, voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire le métier de la communication ou de la médiation, c'est pas notre métier premier et on a à le faire. C'est donc à la fois trouver le bon discours, les bonnes phrases, le bon vocabulaire avec lequel on sera compris, mais en même temps, c'est l'image qu'on peut véhiculer. Là récemment, sur l'émission de France 5 qui va sortir au mois de fin novembre, ils se sont intéressés sur une émission sur l'eau potable aux questions de datation de l'eau, en disant c'est quoi l'âge de l'eau, m'a forcé à dire l'âge de l'eau, je voulais pas. Et puis le journaliste m'a dit mais si, c'était Hugo Clément, il a dit mais si tu dis pas âge de l'eau, personne va te comprendre. Donc il y a aussi c'est un petit peu ce tiraillement entre notre vocabulaire à nous, il y a des choses auxquelles on tient absolument, et puis finalement le journaliste qui va être l'intermédiaire entre on va dire le grand public et nous, il essaye aussi de simplifier. Il a le deux positionnements, il est un peu éclairé dans ce qu'il veut dire. Il est intermédiaire et ça veut dire, la simplification du discours, c'est aussi parfois nous faire abandonner notre façon de nous exprimer autour des objets qui sont les nôtres. Et moi, j'avais trouvé ça finalement assez dur. Donc datation de l'eau souterraine par le carbone 14 pour expliquer que l'eau, par exemple, qu'on a au robinet à Bordeaux, elle est assez ancienne. C'était un fait étonnant, c'est ça qu'il voulait montrer, qu'à Bordeaux, au robinet, ils ont de l'eau entre 15 et 20 000 ans. Et il avait envie, en introduction de son émission sur l'eau potable, de montrer ces aspects de temps long qu'il y a sur l'eau. Parce qu'on a beaucoup parlé ensemble de la dimension historique
Mais l'eau souterraine, c'est des dizaines de milliers d'années de temps de séjour, y compris en France, là où on a quand même des turnovers assez importants. Quand on va aller chercher la nappe captive, les nappes profondes, tout de suite, on a des eaux assez anciennes, même à pas si grande profondeur que ça. Plus facile de faire pour moi des interviews pour la presse écrite. Voilà, là j'ai pu... Alors, plus facile, mais en même temps, je pense qu'on a... Peut-être, Christian, tu as été questionné aussi sur... une actualité autour de l'eau de Perrier. D'un seul coup, il y a quelques mois, il y a eu d'un seul coup une grande défiance autour de l'eau en bouteille. Alors peut-être, évidemment, il y en a beaucoup en Mauritanie ou dans les pays où l'eau manque, mais nous, on a quand même aussi au robinet une eau d'excellente qualité qu'on peut boire, et pour autant, le Français aime bien acheter sa bouteille d'eau. Et d'un seul coup, il y a eu des analyses qui ont mis un peu en doute la qualité des eaux classiques, eau de Perrier, eau de Vittel, etc. Donc les médias ont cherché beaucoup de scientifiques qui avaient envie de parler de la qualité d'eau de Perrier. Alors moi j'ai tout de suite dit non sur cette question-là, parce que ça me mettait en porte-à-faux vis-à-vis d'un industriel. Je sentais bien qu'il voulait quelqu'un qui aille critiquer, qui aille se frotter à ça. Et moi j'ai dit je ne connais pas suffisamment le dossier pour pouvoir m'exprimer. Mais on m'a dit non, ce qu'on aimerait bien de vous, c'est que vous nous disiez jusqu'où les eaux, on a des eaux profondes, et pour eux c'était un peu énigmatique. Les nappes profondes, qu'est-ce que c'est? Il y a des points forts, il y a des points positifs qui sont à gauche, l'intérêt, le besoin de communiquer, la prise de parole par d'autres spécialistes que des climatologues, il faut le dire. On entend beaucoup de météorologues et climatologues parler d'eau souterraine. Et je pense que les hydrologues et les hydrogéologues devraient aussi être assez proactifs pour répondre aux journalistes. Ça apporte aussi de la notoriété. On peut se dire que ça peut nourrir des égos, mais aussi de l'expérience, parce que plus on fait des interviews, plus on va être à l'aise. Les limites, c'est pas de culture ou peu de culture. En général, des gens qui vous interviewent, des journalistes, et ça peut être aussi même celui du public qui écoute, donc le besoin de discours simplificateur. Parfois, dans ce que j'ai pu faire, il n'y avait pas du tout de contrôle de ce qu'allait sortir, qu'est-ce qui va être gardé. On va vous filmer une demi-journée, ils vont garder 1 minute ou 2 minutes de ce que vous aurez dit. Et souvent, ça nourrit un imaginaire, c'est-à-dire qu'ils vont garder la petite phrase qui va aller dans le sens de ce qu'ils avaient imaginé avant de vous interviewer. Format restreint, parfois s'il y a un journaliste vedette qui veut paraître plus intelligent que le scientifique, donc ça, il faut composer avec. Il y a des questions surprises, surtout si c'est du direct. À la radio, c'est le cas. À la radio, on peut vous poser une question, on prépare, et puis d'un seul coup, il y a la question qui sort du contexte, où en direct, on vous demande de vous exprimer sur quelque chose qui a un rapport avec le sujet, mais qui est un sujet polémique. Et donc, voilà, ça peut arriver, ça nous met en difficulté. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a besoin de formation, en particulier Media Training. En Mauritanie, on utilise beaucoup le WhatsApp, en fait, les réseaux sociaux de communication, surtout dans les milieux villageois. Le fait qu'on descend sur le terrain, travailler en hydrogéologie en équipe, même avec des étrangers, ça me sollicite plus par les gens. Ah, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Et il faut aussi aller, quand on descend sur le terrain, il faut aller avertir les préfets, l'autorité locale, la mairie, les chefs de lieu, en fait, s'il y a lieu. Et du coup, et après, quand on repart, oui, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait? Et donc là, c'était à cause de ça que j'ai été sollicité par une association. C'est l'association du développement des oasis, en tout cas dans la région de l'Adrar. C'est une association avec sa page WhatsApp qui regroupe une centaine de personnes, mais aussi en fait qui a un lien avec une autre association ici qui a son page WhatsApp. Et les deux associations m'ont interpellé pour un petit peu expliquer les ressources en eau de la région de l'Adrar, en fait, là où il y a les oasis, en fait, dans le nord du pays, et les éventuels impacts de pompage intensif qu'on est en train de développer dans ces régions. Et donc là, l'intervention était en langue locale, en fait, en hassaniya. C'est encore une autre contrainte, en fait, auquel s'ajoute à ce que Christelle vient de dire. Mais c'était super intéressant parce qu'en fait, c'est interactif. Et donc là, il y a tout le monde en fait qui pose des questions. Heureusement, il y a un intermédiaire en fait qui fait le tri.
Mais voilà, bon, on présente, en fait, je faisais mon discours. Après, il y a énormément de questions qui sont venues, et des interactions avec qui ont nourri en fait davantage les discussions auxquelles, en fait, avec lesquelles on a balayé d'autres aspects auxquels je n'avais pas préparé. Et j'ai eu aussi, moi, en fait, des retours, en fait, ou c'est pas des retours, mais plutôt des remarques, des gens auxquels je n'ai pas pensé, qui sont très intéressantes, des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc là, c'est un aspect à la fois de dialogue, mais à la fois aussi de partage des connaissances. Enfin, parmi les points forts de cette diffusion ou de ces dialogues, alors il y a une diffusion rapide. Tout de suite, en fait, tout le monde écoute. Hein, puis étant dit, parce que j'ai dit, en fait, il y avait moi, il y avait 100 personnes de l'association, plus une autre association, mais aussi, en fait, les vocaux sont après retransmis d'une page à une autre. Donc là, il y a une diffusion très étendue. Après, il y a une communication facile. En fait, on n'a pas besoin d'écrire, il faut juste enregistrer un vocal, et puis moi, j'enregistre un vocal, c'est rapide. Et possibilité de revenir sur l'historique. Donc là, ça reste aussi, on peut le retrouver aujourd'hui si on a envie d'aller écouter ce qu'on a dit. Et parmi les points faibles, en fait, c'est vrai qu'on a besoin d'un animateur pour éviter qu'on est sur une page WhatsApp. Et voilà, si quelqu'un ne s'intéresse pas à ce qu'on fait, ou il peut balancer d'autres sujets qui sont perturbateurs. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un intermédiaire pour stopper les vocaux ou les messages qui sont pas dans les sujets. Puis voilà, c'est un outil non sécurisé aussi. On ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'en fait, c'est ouvert en fait. Et il faut contrôler le mot. Et c'est encore une autre difficulté, comme disait Christelle, hein. Il faut simplifier les discours, faire être compréhensible. Mais à la fois, c'est qu'on dit, il est quelque part sur les réseaux sociaux, et ça peut être aussi... Troisième manière un peu de discuter avec un public un peu large, on l'a déjà vu avec Amine sur Gardaïa. Je suis sûr que si vous testez juste l'attention que vous avez eue par rapport à sa vidéo et par rapport à des images fixes, c'est déjà un bon révélateur du fait que la vidéo est un attracteur énorme d'attention. Donc, il y a vraiment besoin de mon point de vue, il y a de plus en plus besoin que les scientifiques se mettent à la vidéo. Alors, c'est pas si simple que ça. Bon, nous, dans l'équipe, l'idée, on était parti au début de l'idée de faire un MOOC. Je passe sur les multiples épisodes, mais c'est quand même, de la même manière qu'Ahmed disait, WhatsApp, il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment. La vidéo, c'est encore bien pire parce que c'est vraiment un nouveau langage. On ne peut pas faire de la vidéo en 3 minutes, c'est absolument impossible. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois des éléments techniques à maîtriser, et puis il faut réfléchir un peu justement sur le temps, sur la concision, la focalisation du message, et tout ça c'est extrêmement important. Ça veut dire, comme tu disais Christelle, qu'on a besoin de reformuler notre propre discours scientifique. On ne peut pas l'exprimer tel quel, ça ne marchera pas. En fonction du public, en fonction de la longueur du support, il va falloir qu'on se pose des questions de cadrage de notre discours. Quelque chose qui est très important, c'est quand on regarde les vidéos qui circulent actuellement sur YouTube ou n'importe quoi, on voit une extrêmement grande qualité formelle, quel que soit le contenu, et que le scientifique, s'il est en retrait, une médiocre qualité, ça va d'office disqualifier le discours. Les gens ne vont pas regarder. Ils ne vont pas se poser la question, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est intéressant, pas intéressant. Un objet vidéo qui ne sera pas assez bien fait, ce sera juste du temps perdu. Bon. Alors après ça, on peut ensuite exprimer cette vidéo sous des formats extrêmement différents. Ça peut être le petit film qui est juste le lancement d'une discussion dans une réunion technique. Ça peut être
un petit objet, comment dire, esthétique en tant que tel. Ça peut être un webinaire, ça peut être tout un tas de formats différents, avec là aussi des contraintes qui sont plus ou moins fortes. Clairement, pour moi, c'est un support particulièrement efficace. Si on veut toucher beaucoup de gens, c'est probablement infiniment plus par de la vidéo que par un article scientifique dans une revue internationalement reconnue. Ça, ne nous faisons pas d'illusions. On peut toucher aussi des publics beaucoup plus différents que nos interlocuteurs habituels. Donc ça, c'est évident. Il y a, d'un point de vue un peu auto-centré sur le monde de la technique, de la recherche, finalement, ça amène aussi à des relations différentes entre collègues. Parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout, qui ne veulent pas perdre du temps là-dessus. Il y en a au contraire qui sont motivés. Donc ça fait des sortes de micro-communautés qui franchissent les frontières disciplinaires. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, face aux gens qui regardent ça d'un œil sympathique, etc., arriver à faire comprendre toutes les contraintes techniques de ce médium-là, c'est extrêmement difficile. Voilà. Et donc, pour moi, c'est intéressant. On a vraiment un moyen de faire passer directement nos messages à un public large. Christelle, quand tu disais, on a le filtre dans les médias traditionnels, là, on peut essayer de mieux maîtriser notre message. Mais bien évidemment, si on veut faire quelque chose de qualité, ça demande beaucoup de temps, souvent aussi pas mal d'argent.